Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos propos. En qualité de président du groupe d'amitié avec les pays du Golfe, du GCC, vous comprendrez que je tiens d'abord à dire combien nos pensées vont vers nos compatriotes, leurs familles, leurs employés et l'ensemble de notre communauté vivant dans les pays du Golfe, mais bien sûr du Liban et en Israël. Leur sécurité est et doit demeurer une priorité absolue. J'ai pris note de vos scénarios qui sont circonscrits, et c'est logique, vu le titre, aux conséquences de l'attaque de la semaine dernière. Mais je sais que vous avez pris de la hauteur aussi, puisque vous avez mentionné à un moment la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Nous vivons en fait un engrenage réel qui a commencé il y a 4 ans, la semaine dernière, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, en réalité, nous vivons une escalade depuis ce temps-là. Et je voudrais évaluer avec vous les scénarios d'escalade auxquels nous sommes confrontés, puisque peut-être nous pensons que ce conflit que nous voyons actuellement n'est effectivement qu'un des engrenages de ce que nous risquons de vivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Parmi les escalades que nous observons déjà, et pour rester dans l'environnement direct, le Liban, où j'étais il y a 2 semaines, qui se trouve entraîné dans un conflit par le Hezbollah, malgré lui, malgré la volonté de son gouvernement et de la population. Comment expliquez-vous les implications politiques et sociales de l'intervention de ce groupe armé pour la souveraineté libanaise? Des élections sont prévues en mai prochain, auxquelles le Hezbollah devait participer. Pensez-vous que le Hezbollah puisse encore rester un acteur politique au Liban et participer à ces élections alors qu'ils n'ont pas désarmé? Quelles seraient, selon vous, les conséquences d'une offensive terrestre israélienne au Liban? Quel impact cela a-t-il sur la sécurité des communautés civiles libanaises, bien sûr, de tous nos compatriotes qui vivent, y compris des minorités? Et pour finir, puisque vous avez mentionné la question États-Unis-Chine, et que dans les scénarios d'escalade avec la Chine, nous observons aujourd'hui de plus en plus des faits de multiples incidents en mer de Chine méridionale du fait de la marine de Pékin, et un discours de plus en plus offensif de Pékin vers Taïwan. Ne pensez-vous pas que actuellement, nous risquons un scénario d'engrenage aussi à cet endroit? Merci. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Alors moi, j'avais envie de vous répondre parce qu'en fait, là, on reste assez, focalisé sur le Moyen-Orient, le Levant, bon, Taïwan bien sûr, mais d'élargir beaucoup plus considérablement le spectre de l'escalade. L'escalade, elle est aussi avec la Russie, elle peut être entre l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, on le voit. Sur la carte projetée, vous voyez qu'entre l'Afghanistan et le Pakistan, il y a une grosse explosion. Donc ça aussi, ça va avoir un impact majeur parce que la situation est extrêmement volatile, y compris avec l'Inde, par ricochet. Mais je reviens donc sur et puis je vous parlerai ensuite des risques d'escalade, à mon avis, sur que peut faire la Russie pour profiter de ce scénario-là. En tout cas de cette tension, de cette forte tension-là, notamment si par exemple les États-Unis sont durablement scotchés ou enlisés au Moyen-Orient. Le Liban. Alors il se trouve que j'ai échangé longuement très très récemment avec les responsables du contingent français qui était basé dans la Finule sur le dernier contingent et qui m'ont raconté un peu comment ça s'est passé. Et l'avis était à peu près unanime pour dire que les Libanais préfèrent largement une intervention terrestre ou une action militaire de vive force israélienne plutôt que d'affronter directement le Hezbollah et créer une nouvelle guerre civile au Liban. Donc le ton était à peu près unanime pour dire il vaut mieux une nouvelle guerre entre Israël, le Liban, Israël, le Hezbollah, plutôt qu'une nouvelle guerre civile interne aux communautés libanaises. Je crois que c'est une réponse à votre question. Si sur le Hezbollah peut jouer un rôle, oui, bien sûr.
Le côté, alors là pour le coup un élément d'optimisme, c'est que si, encore une fois, tout dépendra de qui est élu guide, et en fonction, pardon, guide suprême en Iran, et de sa survivabilité. C'est-à-dire que si un guide extrêmement dur est élu, mais qu'en fait il dure 3 mois, parce qu'il est topé au bout de 3 mois, il faudra voir le suivant, puis le suivant, ainsi de suite. Donc à partir du moment où il y aura un guide suprême, voire plus du tout de guide suprême, ce qui est aussi une option, en Iran, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Hezbollah comprendra qu'il a perdu tout soutien réel et fort de l'Iran, bien évidemment, il n'aura pas d'autre choix que de réintégrer le jeu politique, d'accepter à la fois un désarmement et surtout une réintégration probablement partielle dans les forces armées libanaises. Et en fait, il deviendra un acteur du jeu politique local comme les autres, même s'il aura sans doute un petit peu une position particulière. Sur Taïwan, la mer de Chine méridionale, oui, bien sûr, le risque d'une confrontation est réel. Ceci dit, je voudrais attirer votre attention sur deux, trois petits détails. Xi Jinping a procédé à des purges massives il y a 1 mois. La question, c'est pourquoi ? Probablement, bien évidemment, pour asseoir encore plus son pouvoir. Sauf que quand vous faites valser les généraux, surtout si vous en mettez certains en prison, ça n'incite pas les autres à faire preuve d'un grand dynamisme et d'un grand sens de l'initiative. Donc c'est aussi peut-être un message vis-à-vis à la fois des généraux chinois et de l'appareil industriel militaire chinois, de leur dire, vous m'avez vendu, entre guillemets, enfin quand je dis vendu, vous m'avez promis des matériels haut de pointe, high-tech, capables de défier tout ce que mettent en œuvre les Américains. Clairement, au Venezuela, peut-être là en Iran, l'effet est quand même très modéré. Donc peut-être que le dirigeant chinois s'est dit, en fait, nos matériels sont pas si performants que ça. Et donc Xi Jinping s'est dit, il vaut peut-être mieux pas se lancer dans un grand affrontement si je ne suis pas certain de la qualité de mes matériels. C'est peut-être aussi ce que ça veut dire. C'est aussi une réponse à ma question. Mais c'est sûr que les États-Unis ont l'œil rivé non seulement sur Taïwan, mais sur la Corée du Sud et sur le Japon, et en général sur l'accès au Pacifique. Donc c'est un scénario réel d'escalade possible si à un moment donné Xi Jinping a une opportunité et qu'il est à peu près certain de se dire j'ai 90% de chances de réussite, j'y vais. En deçà, j'en suis pas sûr. Donc il est plutôt prudent. Il ne faudra pas perdre la face. Donc il sera prudent. Et des scénarios d'escalade, même limités avec la Russie, il y en a plein. Nous-mêmes à la FMES, donc notre institut basé à Toulon, on a sorti des infographies et des cartes, notamment sur l'Arctique, où on expliquait comment et pourquoi, ça c'était en janvier, donc lorsque c'était au climax de la crise du Groenland, que si à ce moment-là Donald Trump avait saisi militairement le Groenland, il est plus que probable que les Russes en aient profité pour s'emparer du Svalbard norvégien et d'un petit bout de territoire norvégien à l'extrême nord, ce qui leur permet d'ouvrir beaucoup plus facilement la sortie de leur base de Murmansk et de Polyarny pour leur flotte stratégique. Et mettant finalement des deux côtés un immense point d'interrogation sur la légitimité, la crédibilité de l'OTAN, puisque si l'OTAN est attaquée à la fois par les Américains et par les Russes, on comprend bien qu'il va y avoir un malaise majeur. Et je ne parle pas du corridor de Souvalki entre Kaliningrad et la Biélorussie, de l'extrême sud russe, voilà. Donc en fait, oui, bien sûr. Et de la Moldavie à côté de la Transnistrie. Donc oui, bien sûr, les scénarios d'escalade sont réels.